Bonjour à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic Radio, bonjour Dimitri. Salut à toi. Bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la Monday Night War. Nous sommes le 30 octobre 1995, aujourd'hui on va se faire comme d'hab Raw et Nitro. Allez, que dire? Bon, c'est l'Halloween en fait, donc les gens vont être déguisés. Maintenant on est dans le Yeti, on a eu un Raw pourri la semaine dernière, ça va être un petit peu mieux cette semaine. Par contre, on a des répercussions sur les audiences de Raw qui étaient pourries la semaine dernière. Cette semaine, il n'y a que 2,1 millions de gens qui ont regardé l'émission, à peu près, on arrondit, on fait vite fait. C'est toujours dans la même salle à Manitoba, au Canada, devant 2000 personnes. Et puis, voilà, Nitro, qu'est-ce qu'on avait sur le Nitro? On avait, comme d'hab, beaucoup plus de monde, ça on en parlera un petit peu plus tard. Et dans une salle qui est bien connu pour des shows de grande qualité, notamment ECW, mais ça aussi, on vous en parlera dans quelques instants. Donc sans plus attendre, c'est parti. Je te laisse le Raw, vas-y, parle-nous un petit peu de ce qui se passe. Ouais, donc comme tu l'as dit, c'est Halloween, hein. Alors ça, on le verra pendant tout le show. On commence avec Ted Pettingill qui est déguisé en Dracula pour nous reparler. Alors, avec l'accent et tout de la bataille royale pour devenir aspirant numéro 1 au titre intercontinental de la semaine dernière, donc qui avait été remporté par Owen Hart, qui va affronter ce soir Razor Ramon. Et il met en avant aussi les débuts télévisés de Goldust à Raw ce soir. Bon, la thématique Halloween, elle est encore plus mise en avant avec Vince McMahon qui est déguisé en prisonnier. Alors, petit clin d'œil à son procès là, suite au scandale de stéroïdes qui avait débuté en 94. Bah, il s'est pas fait chier, Jerry Lawler. Hein. Oui, Lawler, lui en rate pas une et lui demande s'il l'a fait faire sur mesure l'an dernier, là. Non, il lui a dit ton costume, tu l'as chopé l'année dernière, mais, oui, c'est ça, ouais. Mais t'as pas encore eu l'occasion de le porter. Voilà. Et bon, Lawler, il est déguisé en quoi? En chirurgien dentiste, on sait pas trop. Toujours très fin parce que Vince lui demande alors, mais t'es déguisé en quoi? Et Lawler répond en proctologue. Donc voilà, ça donne le ton. Bon, là, les Espagnols qui sont déguisés en diablotin, enfin, c'est ridicule, c'est plutôt cool. On commence premier match avec donc les débuts télévisés de Goldust contre Savio Vega, le match des légendes. Oui. Là, on a Goldust. Alors autant il était génial, tout était parfait, ses promotions extraordinaires. Autant là, franchement, sa tenue le met pas du tout en valeur quand même. Hein. Pas du tout. Oui, franchement, c'est d'une transparence incroyable. On voit son slip, on voit à l'arrière, c'est terrifiant. Devant, c'est encore pire. On voit son sgeg, en fait. On voit ses bourrelets, on voit tout. Franchement, c'est compliqué de se concentrer. Il a déjà ses fans, hein, parce qu'on voit, il y a un petit plan sur 4 mecs dans le public qui sont entièrement déguisés en Goldust, qui sont hyper chauds avec des bières à la main et tout. On les verra plusieurs fois dans le show. Oui, ils sont 4. Oui, c'est ça, oui, je dis, ils sont 4. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, non, enfin, mais c'est plutôt cool déjà parce que c'est quand même son premier match. Il a déjà ses petits followers. Son fan club. Exactement. Et bon, là, dans ce match-là, on voit vraiment ce qu'on avait déjà vu avec Marty Jannetty à In Your House, c'est que son travail là à Goldust, c'est vraiment un personnage. Enfin, c'est hyper old school dans le ring. C'est vraiment des soumissions longues, des temps faibles, beaucoup. Il y a un paradoxe vraiment entre son personnage qui est nouveau, qui est excitant, et son style de catch qui reflète pas vraiment ça. Donc voilà, ça fait briller Savio Vega pas mal, là, qui est adoré par le public. Dès qu'il place un truc, ça pop beaucoup. Le plus grand fan de tout ça, c'est Vince qui hurle encore plus que d'habitude aux commentaires pour ce match. Enfin, moi, ça m'a... What a maneuver! Ah non, mais là, il est surexcité pour ce match. S'il y a quelque chose de pas excitant, par contre, c'est la fin. Elle est extrêmement bizarre. Donc, on a Savio Vega qui est au sol. Goldust le prend pour un simple hammerlock, quoi. Il lui met le bras dans le dos. Et là, il le plaque au sol pour le compte de 3. Moi, j'appelle ça du génie. Du génie ? Ouais. Vas-y, développe. Bah, c'est tout. C'est que c'est le pin le plus improbable. Et voilà, c'est tout. Moi, j'ai adoré. C'est vrai ? Ah ouais, franchement. Ah non, c'était, j'avais la bouche ouverte, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Attention devant Goldust. Bah écoute, oui, attends.
Non, non, c'était vraiment extrêmement bizarre. Ça correspond avec son perso, admettons. Mais Oui. ouais, une fin vraiment bizarre. En regardant ce match, moi je me suis souvenu, et il faut quand même en parler, hein, que Savio Vega donc, a vivoté en opener semi-mid-card en 95-96. Il sera quand même le remplaçant de Shawn Michaels dans le main event de No Way Out 98. Oui, bah ouais. Faut pas oublier certains de ses accomplissements. Non, non, mais Savio Vega est cool, hein, franchement. Et puis s'il y a un mec qui a le public dans la poche, c'est lui. Hein. Non, ouais. il est chouette, Savio. On enchaîne avec le Slam Jam des Survivor Series avec le Doc qui a donc 36 ans. C'était l'information principale de la semaine dernière. Il a un dentier là, avec des dents de vampire et Jerry Lawler, évidemment, n'en rate pas une pour blâmer les Hart en disant que c'était que ce dentier lui a été conseillé par Stu et Hélène. Donc franchement, toujours génial. Le Doc annonce donc à Survivor Series, on aura Diesel contre Bret Hart et il annonce les règles de ce match où il n'y aura pas de décompte extérieur, pas de disqualification et pas de temps imparti. Donc c'est obligatoire, il y aura forcément un vainqueur, le tout pour le titre de la WWF. Donc ça promet. La caméra coupe sur Razor Ramon pendant 3 secondes qui est hyper énervé en coulisses, mais on ne sait absolument pas pourquoi. C'est là, mais voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Il a le droit d'être énervé, c'est... Oui, non, mais aucune explication. Bon, bref, on continue. Là, on passe, pareil, alors là, dans les souvenirs et dans les grands moments de ma jeunesse, Survivor Series est sponsorisé par Karate Fighters. Est-ce que tu connaissais Karate Fighters, Yann? Pas à l'époque. C'est vrai, pas à l'époque? Non. Tu n'étais pas un garçon très joueur, toi, hein? Absolument pas. Ouais, je te rappelle que mes problèmes de cerveau faisaient qu'à 10 ans, je faisais des statistiques de victoire. Oui, c'est vrai, mais sur mon fantasy booking, donc c'était pas trop le... J'avais pas trop de... Non. Bah moi, je jouais à Karate Fighters et j'aimais bien l'Indien parce qu'il me rappelait Tatanka, justement. Donc tous les Indiens se ressemblent. Et là, on a une... Dis-moi. Je dis, c'est gentil, ça. Ah oui, non, bien sûr. Mais on a voilà une petite vidéo de Barry Horowitz et Akushi qui se bastonnent à Karate Fighters. Alors je saurais même pas comment l'expliquer vraiment. Je pense que ça mérite d'être vu. C'est des petits jouets où tu tournes une petite manivelle. C'est un combat de pouces avec des poupées en plastique. Voilà, mais c'est complètement aléatoire. Enfin, tu tournes comme un taré, il y a aucune stratégie possible, quoi. C'est voilà. Donc là, Barry Horowitz gagne, et là, c'est très drôle parce qu'on voit des petits ralentis avec une analyse très fine de ce qui s'est passé. Sachant que oui, tout est complètement aléatoire. Tu sais absolument pas quand tu vas gagner ni pourquoi. Hein. Mais bon, on passait des heures. Enfin, moi, avec mes copains à l'époque, on passait des heures sur Karate Fighters. Hein. Ah oui, c'est parce que moi, je n'avais pas de copains en fait. C'était ça la distinction. Ah voilà, exactement. Bah oui, ouais. Bah moi mes copains partageaient pas trop mes délires sur le catch, mais Karate Fighter ça allait. On revient au catch avec un deuxième match déjà entre Marty Jannetty et Joe Dorgan qu'on avait déjà vu, donc c'est Johnny Swinger. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il fait des dons? Oh, des dons d'organes? Oui. Oh putain. Donc ouais, on a un squash là qui est court, mais franchement assez inoffensif. C'est plutôt sympa parce que Marty Jannetty met son énergie là qui le caractérise. La foule est encore à fond dedans. Jerry Lawler s'en donne à cœur joie pour blâmer continuellement Marty Jannetty. Il dit qu'il ressemble à Alundra Blaze. Ce qui en soi n'est pas forcément faux. Oh putain, oui. Et il dit que Halloween, c'est aussi le seul jour où Marty Jannetty a l'air normal. Donc, vraiment, l'humour d'une finesse de Jerry Lawler. Il gagne quand même assez rapidement. Il est quand même un peu poussé, hein, Marty Jannetty, à ce moment-là, non? Bah oui, et pour moi, c'est un petit peu symptomatique de la vraie faiblesse du roster de l'époque. Hein. Bah après, on peut pas lui reprocher parce que, comme dit, la foule est à fond sur lui. La foule l'aime beaucoup. Et puis oui, le push est confirmé parce qu'ils annoncent qu'il affrontera la semaine prochaine le British Bulldog, qui était donc quand même aspirant au titre au show il y a une semaine, quoi. Ouais, donc là, on est en Marty Jannetty main eventer, quoi. Exactement. On va voir ce que ça va donner. On a une petite vidéo promo pour la semaine prochaine, un match par équipe qui opposera Jerry Lawler et Isaac Yankem, le dentiste, à Bret Hart et à Akushi.
On enchaîne avec une interview de Vince McMahon qui interview Jim Cornette et le British Bulldog. Approche-toi un petit peu de ton micro. Oui. Qui interview donc Cornette et le Bulldog avec leur avocat qu'on avait déjà vu quelques semaines plus tôt, Monsieur Clarence Mason. Moi, je suis fan de Clarence Mason. Hein. Il est vraiment, vraiment cool, lui. Alors moi, j'ai trouvé que Cornette était d'une logique imparable. Oui. Mais que Clarence Mason était... je sais pas, moi il m'a endormi en fait quand il a commencé à parler, parce que la foule s'en branle complètement. Il est là pour te faire chier, il est là pour rendre tout... Oui, bien sûr, mais c'est son perso. Après, il y a le ridicule de la situation qui est quand même à mettre en avant, parce que là, tu as une discussion juridique, quoi. C'est vraiment une discussion d'avocat à avocat, où il y a des termes techniques, etc. Et tu as Vince McMahon qui est modérateur de tout ça, déguisé en bagnard, quoi. Oui. Donc, franchement, c'est vraiment cool. Bon, les deux thématiques, c'est vraiment qu'ils se plaignent de deux choses. La première, c'est que le British Bulldog devrait avoir une autre chance pour le titre après le finish à In Your House 4. Il joue sur la stipulation qu'en fait, c'était le vainqueur qui devait affronter Bret Hart, pas le champion. Donc là, il joue un petit peu sur les choses qui n'étaient pas claires dans le contrat. La deuxième, c'est que Jim Cornette est pas du tout content du match qu'on a évoqué la semaine dernière, le Wild Card match qui aura lieu à Survivor Series, parce que plusieurs de ses poulains vont devoir s'affronter, vu que tout est mélangé, etc. D'ailleurs, quand il a vu qu'il y aurait plusieurs de ses poulains qui vont s'affronter, lui, il s'est dit... Cheval dire à Vince McMahon. Oh putain. Je nocelle ta blague. C'est à cause du chocolat blanc, là. Ouais. Galac. Bah non, il n'y avait pas un chocolat blanc poulain aussi. Mais je sais. D'accord. Mais oui, poulain. Alors ensuite, ça sort un peu nulle part, mais du coup, vu qu'ils s'affrontent la semaine prochaine, le Bulldog fait une petite promo sur Marty Jannetty en disant qu'il est pas à la hauteur, qu'il mérite même pas de l'affronter la semaine prochaine et qu'il va le prouver en le battant à Raw dans 7 jours. Là, on a Marty Jannetty qui arrive par derrière, qui lui met un drop kick. Il attaque Jim Cornette, il le fait sortir du ring et il se retrouve seul dans le ring avec Clarence Mason, l'avocat. Il tease un petit peu, il appelle la foule, genre est-ce que je lui mets une baffe ou est-ce que je lui mets pas une baffe. Les gens sont chauds, ils veulent une baffe. Finalement, il lui fait une petite bronchade là, tu vois, pour lui faire peur. Voilà, chais comme ça exactement. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez long pour le résultat final, là, tout ce segment. Oui, rien que le fait que t'en parles, je me dis que là, les gens, on est en train de perdre des gens, je crois. Ouais. Bon, alors on continue rapidement. C'est Vince du coup qui récap le match par équipe entre les Smoking Guns et Razor Ramon et le 1-2-3 Kid. On voit un petit peu comment ça s'était fini à In Your House. Razor Ramon a je sais plus lequel, Billy Gunn ou Bart dans le Razor's Edge. Smoking Gun. Un Smoking Gun, exactement. Il lui met le Razor's Edge, il a la victoire qui est donc acquise. Mais là, t'as le 1-2-3 Kid qui lui dit vas-y s'il te plaît, laisse-moi gagner. Il veut le tag. Razor Ramon est gentil, laisse son copain, il lui fait le tag, il dit vas-y va prendre la victoire, ça va te faire du bien. Là t'as le 1-2-3 Kid qui rentre dans le ring, qui fait le pin et il se fait retourner et donc petit paquet 1, 2, 3, les Smoking Guns gagnent le match. Voilà, ça nous amène au match suivant entre les Smoking Guns et Phil Apollo et Scott D'Amore. C'est pas pour les titres par équipe et donc c'est pas du tout important. On passe immédiatement en split screen pour une promo du Kid qui est nul à chier, hein, qui s'excuse de son comportement. Moi j'ai écrit, est-ce que le mec il a fumé? Non mais c'est aucune. Franchement, c'est hyper monotone. Il y a pas d'intensité, il y a pas d'émotion, il y a rien du tout. T'as l'impression qu'il erre là comme ça dans sa promo, il s'excuse pour son comportement, il dit que c'est pas cool ce qu'il a fait, il demande un rematch, voilà quoi. Le seul drame du match, c'est que après avoir rasé sa moustache, Billy Gunn a coupé son mulet. Donc là, il est franchement, il fait des erreurs chaque semaine. Là, là il est comme le Billy Gunn qu'on connaît dans la DX. Il a les cheveux courts. Il est pimpant. Il est pimpant. Par contre, celui qui nous endort pas, c'est le nouveau VRP. Qui remplace le Doc Hendrix. Barry Didinsky, qui nous présente la promo Carrefour Express du mois, quoi. Ouais. Alors, il vend des ceintures, des répliques de ceintures minuscules à $20 et il nous annonce que si on les commande à $20 et 3,95 de frais de shipping, on recevra en bonus 3 photos du catcheur qui porte la ceinture actuellement. Ouais. Donc franchement une bonne petite promotion. On passe j'ai regardé un petit peu là de près ces histoires de ceinture.
Je pense que j'ai pas déliré, mais le design de la ceinture WWE, Oui. ce n'est pas la ceinture WWE. Oui, non, c'est des répliques. Mais non, c'est pas des répliques. C'est pas la Eagle Belt, quoi. Oui, non, mais je veux dire, c'est des répliques avec beaucoup moins de détails. Ah, C'est franchement, des c'est versions, carrément. On a l'impression que ça se rapproche beaucoup plus du championnat intercontinental de quoi que ce soit d'autre. Enfin bref, c'est pas les ceintures. Hein. Ça, j'en mets ma main. Ah oui, non, ça, j'en mets ma main off. Je suis d'accord avec toi. Donc oui, comme je disais, on a une petite minuscule promo de Paul Bearer qui est au cimetière et qui nous annonce le retour imminent de l'Undertaker. Ensuite, on passe au main event du show, donc qui nous avait été teasé avec la victoire de Owen Hart la semaine dernière. On a le match pour le titre intercontinental avec Razor Ramon qui défend contre Owen Hart. Razor attaque immédiatement avant la cloche. Il y a un mec qui m'a fait beaucoup rire dans le public, je sais pas si tu l'as remarqué, tout le monde a des signs, des pancartes en carton, mais lui il a ramené un tableau sur lequel on peut écrire avec un feutre, c'est-à-dire You can write with a fodder. Le mec il est venu préparé quoi, et donc tu as son petit fil avec le feutre qui pendouille là, et il y a un cadre et tout, enfin le mec est vraiment, il a mis beaucoup d'efforts quoi. Oui. Là, ça fait du bien parce que le show était quand même plutôt mauvais jusqu'ici. Là, on a du catch et franchement du bon catch. Moi, j'ai bien aimé ce match-là. Les droites de Razor Ramon, ça a toujours été parmi mes préférés. On a encore Jerry Lawler qui se moque de Stu et Helen en parlant de Jurassic Park, etc., etc. Donc oui, on a franchement un super match de catch. Il y a des near falls sur la fin. Pendant le match, on a vu l'arrivée de Yokozuna qui est venu observer tout ça avec Mr. Fuji. Avant que tu balances sur la fin du match, moi je tiens quand même à parler du elbow drop de Owen Hart, digne des plus grandes œuvres de Randy Savage et ou CM Punk, qui fait 17 à 18 mètres d'altitude là, quand il se jette du haut de la troisième corde. Ouais, vraiment impressionnant celui-ci, ouais. Impressioning. Oui, pour la fin, donc on a Yokozuna qui intervient en empêchant Razor Ramon de porter son Razor's Edge. Ça mène à une disqualification. À l'arrivée du 1-2-3 Kid qui a quand même pas mal de courage, là il faut le signaler, pour s'en prendre à Yokozuna. Yokozuna détruit tout le monde. Il fait une descente de la cuisse sur le 1-2-3 Kid qui vend avec des convulsions, etc. Enfin là, c'est du Devon Dudley, c'est génial. Et là, on a un grand moment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper cool parce qu'à ce moment-là, Yokozuna domine totalement Razor Ramon et le 1-2-3 Kid. Et là, on a Ahmed Johnson qu'on avait encore jamais vu qui arrive pour la première fois et immédiatement, il arrive, il rentre dans le ring et bam, il body slam Yokozuna quoi. Ouf, complètement ouf, franchement. le mec. Non mais c'est taré, la foule est incroyable, la pop est dingue, c'est un moment qui est parfait. C'est franchement parfait pour un début. Yes. Et ça c'est accentué par le fait que le British Bulldog arrive et que là t'as Ahmed Johnson qui lui dit vas-y viens mon gars, et le Bulldog le regarde genre oh putain, ça a l'air d'être quand même un client assez sérieux, j'ose pas trop y aller, et le show se finit sur ça. Franchement tu peux pas faire plus parfait pour les débuts de Ahmed Johnson. Ça c'est sûr. Personne n'avait fait ça à ce moment-là, à part Lex Luger, qui était quand même, quand il avait body slamé Yokozuna, la plus grande star de la WWE. Ouais, Ahmed Johnson, il arrive immédiatement, c'est une superstar, quoi. Ouais. Donc ouais, ça a vraiment bien conclu un bon petit épisode avec du bon catch. Pas de nullité, pas de trucs inutiles, à part les deux matchs de jobber que je comprends pas pourquoi la WWE à l'époque s'entêtait à faire ça alors que de l'autre côté il n'y avait jamais ça. Heureusement que ces matchs de jobber étaient quand même rapides, donc ça permet de builder un petit peu le truc sans perdre trop de temps. En parlant de build, ça build bien les Survivor Series. On revient dans la bonne direction, j'ai envie de dire, c'était un bon petit épisode, et même pour ce qui... De manière un petit peu rétrospective, tu vois, par rapport à l'épisode de la semaine dernière qui était vraiment mauvais, je me dis quand même que la WWE, quand c'est nul, c'est juste nul. Je me dis jamais qu'il va y avoir des trucs absolument horribles et ridicules, enfin en tout cas pas souvent, et qu'il y aura toujours une sorte de filtre, le filtre à la connerie, le filtre à la chiasse, le filtre de la piscine de chiasse finalement. Oui, t'as un petit filet de sécurité où il s'aventure jamais dans les profondeurs, tu vois. On risque pas de se dire mais qui a eu cette idée et par quel miracle il y a tout un panel de mecs qui ont dit yes, on y va, on le fait. Tu vois. Donc ça limite quand même la chiasse à la WWE et ça permet d'avoir une mauvaise semaine comme la semaine dernière, mais de rapidement revenir dans la bonne direction. Oui.
Donc tu es du même avis, très bien. Ah oui, non, franchement, c'est ce que, ouais, tu le disais parfaitement. Il y a une prise de risque qui est quand même largement moindre, notamment d'un point de vue créatif, quoi. Ils prennent pas beaucoup de risques à ce niveau-là. Du coup, on a rarement des choses ridicules. On reste quand même globalement dans les clous. Oui, c'est assez significatif de leur produit à cette époque. Ouais. Alors on enchaîne avec Nitro. Nitro, Oui. regardé par 2,3 millions de gens. Donc je regarde aussi un petit peu les audiences cumulées, tu sais, pour voir à quel moment il y a plus de monde qui regarde le catch. Parce que initialement, dans la Monday Night War, la grande crainte, c'était que, je dis n'importe quoi, il y avait 2,5 millions de gens qui regardaient la WWE, et ils vont se dire, bah, à l'époque, quand la WCW va arriver, et bah, ça va être 2,5 divisé par 2. Donc ils vont se tirer la bourse sur les 2,5 millions. Mais en fait, non, c'est comme la EW aujourd'hui, il y a vraiment un public très distinct pour la WWE, pour la EW, la WCW, la ECW, etc. Et donc, c'est intéressant de voir aussi les audiences cumulées historiquement, voir à partir de quel moment on va passer les 5 millions de téléspectateurs. Il n'y a eu qu'une seule fois, je crois, c'était l'épisode du tout début octobre peut-être, où il y avait 2,6 millions pour chaque show. Là on est redescendu en dessous des 5 millions, donc ouais, on va regarder courant novembre, décembre, comment est-ce que l'audience et la mode du catch petit à petit prend déjà sur quelques dizaines voire centaines de milliers de personnes. Donc ce soir on est dans la Hara Arena de Dayton dans l'Ohio, devant 3000 personnes. Donc cette salle, elle est très connue pour Heatwave ECW 1998, pour Heatwave 1999, pour aussi quelques autres petits shows, et aussi comme on est dans l'Ohio, donc là on est à Dayton, mais je me souviens que par exemple au SummerSlam 96, au premier rang, j'avais déjà capté le couple bonbon, là, tu sais, le rose et jaune. Oui, exactement, c'est ce que j'ai noté, ouais. Voilà, les deux bronzés, là. Ouais, eh bien, je crois, d'après ce que je me souviens, d'après ce dont je me souviens, attention, pas faire de faute de français, je crois que c'est la première fois qu'on les voit dans une foule. Enfin, en tout cas, moi. Il faudra voir d'autres pay-per-view plus anciens là-bas. Ouais, c'est fort probable, ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est le début d'une longue série, là. Hein. Ouais. Donc le show il commence, alors on va pas revenir sur toutes les merdes avec le Yeti et compagnie la semaine dernière, on va prendre le show au tout venant et puis on va voir ce qu'il faut en penser. Le premier match, c'est le sergent Craig Pittman contre... Alors attends, excuse-moi, je te coupe quand même parce que c'était quand même... Excuse-moi. Oui. Là quand même, on va pas revenir sur Halloween Havoc, mais il y a quand même les commentateurs qui hype comme c'est pas permis ce qui s'est passé la veille et qui disent on va vous montrer les images de hier soir, préparez-vous, vous allez pas y croire, c'est du jamais vu, etc. Par contre, on les a pas encore. Du coup, tu te dis mais quoi ? Enfin pourquoi ? Enfin qui les a ? Si c'est pas vous qui les avez, c'est peut-être Vince. Qui les a ? Enfin c'était un peu pay-per-view WCW. Là on est où ? On est à la WCW. Donc pourquoi vous avez pas vos images et pourquoi il faut attendre pour les images ? Ils ont pas fini le montage, c'est tout. Donc alors il est hype, ils vont arriver pendant le show. Oui, mais je confirme qu'effectivement ça va être difficile d'y croire. Exactement. Ouais. Bon alors ce match direct, je me dis que j'espère quand même que Eddie Guerrero gagne, parce que finalement de manière générale ils enterrent un petit peu quand même trop les cruiserweight quoi, et puis ils font des cuts, ils vont dans les vestiaires pendant leur match, donc ceux qui pâtissent vraiment de tous les événements c'est toujours les cruiserweight, donc j'aimerais bien qu'au moins ils gagnent pour un peu comment dirais-je, le construire, l'imposer, le crédibiliser, le légitimer. Je sais pas si t'as remarqué ça. Quand Craig Pittman sourit, on dirait Shelton Benjamin. Ah, moi j'ai pensé à Too Cold Scorpio. Oui, alors Shelton et Too Cold Scorpio, c'est qu'ils sont bons. Parce que Craig Pittman, il pue la merde quand même. Moi, franchement, je l'aime bien. Franchement, j'avoue, je l'aime bien. C'est un petit plaisir coupable, je l'aime bien. J'aime bien ses belly to belly et tout. J'aime beaucoup. Bon, le match est relativement court. Il se termine sur un wheelbarrow inside cradle, machin truc de Eddie Guerrero. Au moins, voilà, il a gagné, ça a été, ce que je voulais a été respecté, bon petit booking, ça permet de l'élever, et indirectement, si tu élèves Eddie Guerrero, tu élèves le reste de la division Cruiserweight contre laquelle il va catcher dans les semaines à venir, donc ça c'est pas trop mal. Mm-hmm. Après, on voit un petit peu le Dungeon of Doom. Oui. Et là, je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'ait jamais vu Kamala catcher ? C'est vrai, ça. Parce qu'on a vu tout le monde, même les pires épaves du genre le Shark, qui maintenant va affronter Scott Norton. On a hâte. Mais on n'a jamais vu Kamala catcher. Donc là, on est le 30 octobre et on règle des comptes, comme tu l'avais dit la semaine dernière, qui datent du 11 septembre. Ouais. Donc si Norton n'était pas dispo depuis, que ce soit une blessure ou pas, je dirais peu importe, qu'il fasse au moins un angle ou qu'il donne des explications, parce que là, en l'occurrence, on a juste l'impression qu'il y a
un manque de suivi, aucune régularité par rapport à un des points centraux des storylines des 2 premiers Nitro des 4 et 11 septembre. Là, le ring est renforcé, on nous l'annonce. Bah, il faut, hein, là, franchement, le Shark. Oui, le Shark, mais le Shark plus Scott Norton, par exemple, c'est pas plus lourd que Harlem Heat contre Sting et Lex Luger, main event de la semaine dernière. Ouais. Donc à ce moment-là, il faudrait renforcer le ring à chaque fois qu'il y a un tag match, quoi. Oui. Voilà. Mais non. Pendant ce match, il y a Bobby Heenan qui dîne avec Sonny Ono et quelques petites pépées de premier choix, hein, j'ai envie de dire. Ah oui. C'est pas de la marque pouce, là, les nanas qui sont avec eux. Le match se termine en double count-out. Voilà, booking WCW dans toute sa splendeur. Ouais, moi, franchement, j'ai trouvé qu'ils se mettaient sur la gueule comme des tarés, hein, quand ils sont à l'extérieur. Franchement, ils se patatent et tout. J'ai trouvé que ça a duré quoi, 2 minutes, même pas 3 minutes. Oui, ça... Je trouvais qu'ils se tabassaient. Hein. Enfin, Oui, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Hein. Ça bourrine pas mal. Ils se sont même envoyés dans les petites lettres là de l'entrée. Oui. Les WCW. Alors, il y a quand même Bischoff à un moment qui... Donc, attends, c'était qui? Je crois que c'était le Shark qui envoie Scott Norton. Et donc, tu vois qu'à peine il touche le truc, le W en métal là, qui est à l'entrée, le truc est complètement branlant, ça bouge dans tous les sens. Et là, t'as Bischoff qui dit que c'est du solid steel, quoi. J'ai plutôt envie de lui dire, ouais, c'est un peu de... Voilà. Solid steel, c'est un peu une voiture, tu vois, c'est un truc qui bouge pas. C'est pas un... Bon, bref, voilà. C'est toujours très étrange de voir comment est-ce que les mecs te décrivent quelque chose que tu es en train de voir. Et là, tu te dis, mais ferme ta gueule. Enfin, j'ai quand même mes yeux pour déterminer ce qui se passe à la télé. Tu vois, ça sert à rien de me faire croire que c'est quelque chose qui, de toute évidence, ne l'est pas. C'est comme la semaine dernière avec le bloc de glace du Yeti où il disait qu'il faisait 5 mètres. L'Algeco en plastoc. Oui, il disait qu'il faisait 5 ou 6 mètres alors que le truc fait 2,50 m au maximum. Quoi. Et 1,22 m. Ouais, donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec Tony Schiavone qui va nous parler de Halloween Havoc. Ouais, juste avant ça, il y a Heenan on revoit Heenan et il a l'air de passer un petit deal avec les Japonais parce qu'il prend une enveloppe qu'il met discrètement sous sa chemise. Donc Heenan bidouille quelque chose. Je pense que c'est son script pour la suite du show. Vas-y, Tony Schiavone. Schiavone. On n'avait jamais vu. Tony Schiavone. Ouais. Tu dis Schiavone, toi? Il faut dire Schiavone, c'est pas Schiavone? Ouais, je sais pas. Tony Schiavone. Tony Schiavone, ouais. Donc il nous parle de Halloween Havoc. Donc là, comment dirais-je? What the fuck? Vas-y. Parce que ça fait... Et là, on est même pas dans le Yeti et tout le bordel, Dungeon of Doom, etc. Comment dirais-je? Donc, Flair s'est rabiboché avec Arn Anderson et Brian Pillman. À la surprise générale. Alors que les mecs se tirent la bourre depuis des semaines. Ouais. Alors, c'est une connerie sans nom. Voilà. Disons-le clairement. Parce que quand tu te rabiboches avec d'anciens copains ou autres, a priori, tu devrais faire une storyline qui mène vers ça. Et tu fais attention à protéger tes catcheurs dans cette storyline pour qu'ils ne se tapent pas autant que Flair et Arn Anderson se sont tapés, affrontés depuis des semaines. Et du jour au lendemain, ils sont de nouveaux copains. Il faut toujours, tu vois, faire attention comme Luger au début, tu vois, ça s'était très bien fait. Ils sont mêlés aux mêmes histoires, il y a de la tension, ils s'aiment pas trop, ils sont dans des camps opposés, mais ils en viennent pas aux mains, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que là, en plus, il y avait un cage match, il me semble, où Arn Anderson frappe Ric Flair avec un point américain, quand même, quasiment. Enfin, oui, mais totalement, même. Oui. Donc là, ils se sont rabibochés, voilà, on s'est foutu sur la gueule pendant des semaines et des semaines, et puis après, bon bah voilà, on est amis. Et Sting passe aussi pour le plus grand crétin de l'histoire en faisant encore une fois confiance à Ric Flair qui l'a trahi pour la 25e fois. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'âge, donc tu sais, on avait dit que Doc Hendrix avait 36 ans et c'était difficile à croire. Ouais. Devine l'âge de Arn Anderson. Oh. Arn Anderson, à ce moment-là, je dirais... Alors, 40. Donc quand tu le vois, tu te dis le mec a 40 ans. Allez, 40. Ok, oublie ma question parce que tu sais que de toute évidence, il est beaucoup trop jeune par rapport à son look. Mais oublie ma question et tu le vois dans la rue, tu te dis quel âge il a ce gars d'après toi? Oh, une bonne cinquantaine. Ok, il a 37 ans. Et voilà, putain. Voilà. Donc c'est quand même incroyable comment... C'est les lunettes. Comment le monde en 2020, on a tous l'air d'enfants, quoi.
Bon, là, la calvitie, les lunettes, oui, ça l'aide pas, tu vois. La barbe, les poils, un peu de birbuche, tout ça. Là. Ouais. Donc oui, Flair hurle, promo, blablabla. Moi, ça m'a... Franchement, j'y crois pas du tout à ce Four Horsemen, qui renaît de ses cendres. Bon, je sais pas, moi ça m'a pas choqué. Je me suis dit, voilà, les Horsemen se remettent toujours ensemble. L'amitié entre Flair et Anderson s'arrêtera jamais. Et Sting est un débile d'avoir pu croire que justement ça allait prendre fin. Peut-être, oui. Bon, alors par contre, faut arrêter de faire le signe de 4 quand ils sont que 3. Hein. C'est ça. Parce qu'ils sont 3 dans le ring pendant des plombes, là ils font le signe des Four Horsemen. Donc trouvez votre quatrième pote là. J'ai bien aimé Pillman là pendant tout ça quand il mime Sting qui veut faire le tag et tout avec Ric Flair pendant le match. Oui, c'était très bien ça. On nous annonce que la semaine prochaine, cette semaine, lors de Saturday Night, il va y avoir justement Arn Anderson et Ric Flair qui vont affronter une équipe de choix, de premier choix. Donc là, de nouveau, c'est pas la marque pouce. Ironie, hashtag ironie. Le Renegade et le Cobra. Ouais. Vivement qu'on parle du Cobra la semaine prochaine. Ensuite, on a mon meilleur ami Disco Inferno contre ton meilleur ami Sabu. Le mec en rose dans la foule, il a un sign. Chose rarissime à la WCW. Qui dit je sais plus. Ah, pardon. Je sais plus, non, c'est un truc avec Sabu. Oui, c'est un truc sur Sabu, ouais, qui dit... Mais c'est une référence cinématographique, je crois. Donc je suis pas sûr qu'on puisse la comprendre. Là. On n'a pas assez de culture cinématographique. Bah, si tu sais que c'est une référence cinématographique, mais je sais que t'as déjà plus la référence que moi. Ouais, mais je pourrais pas l'expliquer. Ok, super. Donc Disco Inferno est un professionnel jusqu'au bout des ongles parce qu'il danse en se déshabillant. Ouais. Là, on voit les cicatrices de Sabu pour 95, c'est vraiment choquant. Oui, à un moment donné, quand il est dans les cordes, c'est vrai que on voit un gros plan là sur ses bras notamment. Là, c'est assez dégueulasse. Ouais. Il gagne assez rapidement le match et je dois dire que je crois que c'est la dernière fois qu'on le voit malheureusement, mais au bout de ces 3 matchs là, il commençait vraiment à briller et à être over parce que voilà, il insufflé ou insufflé au chocolat, insufflé. Oui, il amène un vrai vent de fraîcheur et de folie, quoi. Ah oui, et puis franchement, il botche quasiment rien, là, encore, dans ce match. À part ce qu'il essaye après le match. Mais parce que par contre, Disco Inferno est à l'extérieur du ring. Et donc, le gars, à nouveau, il a gagné le match. Il se dit, tiens, j'en remets une couche. Voilà. On sait pas trop pourquoi. Et il tente un slingshot Hurricane Rana. Donc, slingshot retombé sur les épaules de Disco Inferno qui était à l'extérieur du ring pour lui faire un Hurricane Rana. Sauf qu'il atterrit pas une jambe sur chaque épaule, mais les 2 jambes du même côté, et ça ressemble plutôt à un Disco Inferno qui l'éclate en powerbomb en fait. C'est ça. Disco Inferno quitte les lieux, Sabu lui se dit bah écoute, j'ai pas fini mon boulot, je vais chercher une table. Ouais. Et donc là il fait de nouveau un somersault par-dessus la 3e corde, mais la table ne casse pas et Disco Inferno esquive. Oh putain, et là franchement j'ai crié devant ma télé parce que tu vois que Sabu il a mal et il est vraiment énervé de ce qui vient de se passer. Bah ouais, pourtant c'était pas... Oui, faut couper un peu la table ou quelque chose, faut la gimmicker quoi. Bah ouais, là je pense que c'était... Ouais non franchement, mais l'impact est sale quand même et, et c'est horrible quoi. Il rebondit dessus, il pète un plomb, il jette la table, il crie en disant putain qu'est-ce que c'est que cette merde, là il jette les escaliers et du coup bah c'est une belle fin. Une fin à propos pour Sabu qu'on ne reverra plus jamais à la WCW. Exactement. Ensuite, on enchaîne avec, je crois que c'est la première défense de titre, mais non, les titres sont même pas en jeu, si. Non, les titres sont pas en jeu. Les titres sont même... Donc voilà, c'est la première fois qu'on revoit les champions par équipe, les American Males, contre Ming et Luger, mais les titres sont pas en jeu. Donc, bonjour. Ouais. Voilà. Alors bonjour aussi parce que première nouvelle, hein, quand on voit Lex Luger arriver avec Ming, tiens, il est dans le donjon quoi. Oui, parce qu'on n'a pas encore vu les images de Halloween. C'est ça. Donc là, ouais, j'ai tout bien écouté, hein, mais personne ne l'a jamais mentionné dans le show. Donc là, on découvre que Lex Luger a fait un heel turn la veille et qu'il est avec le donjon. Oui, c'est comme ça. Ouais. On verra plus tard. Comment ? Oui, on verra plus tard. Pourquoi ? Pas maintenant, hein, plus tard. Et on n'a toujours pas les images. Donc Bobby Heenan nous dit que les American Males bossent genre aux Galeries Lafayette et ils mettent du parfum pour quand les clients entrent dans le magasin. Comme Joey dans Friends. Exactement. Je sais pas s'il fallait faire la référence, mais oui, on va le faire. Bah oui. Donc la foule est fan de Ming. Il y a de quoi ? Oui. Alors que, à ce moment-là,
quand tu vois que la foule réagit à donf sur Ming, Eric Bischoff dit, et je sais pas pourquoi, que la foule est fan de Hogan. Donc tu m'expliqueras. Oui. C'est la big picture, tu vois. Ouais. Scotty Riggs, aujourd'hui, il est pas de bonne humeur parce qu'il a pas du tout envie de bumper sur les clotheslines de Ming. Alors moi, si je pouvais me permettre un conseil, s'il y a un mec dont les clotheslines, il faut les vendre, tu vois, c'est Ming. Oui. Tu vois, Il faut être gentil avec Ming. tu peux ne pas bumper sur les clotheslines d'Alex Wright, de Disco Inferno, de à peu près qui tu veux. Mais si c'est Ming, voilà, tu fais un petit effort, bump un peu, tu vois, ça coûte rien. Ouais. Puis c'est pour ton propre bien. Oui, c'est ça. Je pense que c'est surtout une forme d'intelligence de bien se comporter avec lui. Ouais. Ming tente un somersault genre Rolling Thunder. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Putain, j'ai vraiment eu peur. Il a réussi, hein. Oui, il l'a réussi. Ouais. Ah oui. C'était assez impressionnant. Scotty Riggs finalement arrive à faire le hot tag sur Bagwell et Luger bump dans tous les sens. Donc ça, c'était vraiment très appréciable de sa part. Bah, c'est appréciable de sa part, mais d'un côté, vu le contexte et la storyline, c'était peut-être pas les bons adversaires non plus, mais là on aurait dû, pour le crédibiliser justement comme un nouveau membre de poids dans le donjon et tout, on aurait dû quand même avoir un match de 3 minutes avec une victoire dominante, quoi. Là, franchement, le fait que... C'est certain, mais de manière générale, on commence un petit peu à s'habituer au fait que la WCW book des matchs qui sont presque dissociés des storylines qui impliquent les mecs du match en question. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a des moments où Lex Luger se fait vraiment dominer par Bagwell, quoi. Mais moi, en tant que téléspectateur, je sais pas encore qu'il fait partie du donjon. Enfin, je suppute, hein, parce que le mec, il est quand même avec Ming. Ah si, il annonce quand même qu'il fait partie du donjon. Oui, mais j'ai mais... pas la backstory, tu vois, j'ai pas l'histoire, je sais pas d'où ça sort, donc je sais... Oui. Voilà, bref. Donc oui, les American Males ont le match gagné, mais Jimmy Hart les déconcentre, Ming intervient, Luger récupère Bagwell en torture rack, qui abandonne. Quelle merde, parce que les commentaires en parlent même pas, et on va direct à la pub. Donc on bat les champions du monde par équipe, et le match ne sert à rien en fait, à aucun niveau finalement. Oui, non, c'est un super mauvais choix d'adversaire là pour le donjon, là, pour ce premier show depuis Halloween Havoc. Et donc là, après ça, on revient de la pub. On a enfin les images. Elles sont arrivées par DHL, je crois. Donc on voit, donc les amis, asseyez-vous, concentrez-vous, mettez plus fort, ou faites pause et écoutez-le quand vous serez pas... Si vous êtes en voiture, faites pause et réécoutez ça quand vous serez à la maison, parce que là, c'est quand même très particulier ce qui va se passer. Donc on voit la fin de Halloween Havoc. Je vais essayer de ne pas louper d'éléments. Si je rate un truc, n'hésite pas à me le dire. Oui, il y a beaucoup de choses à mettre en avant. Oui. Bon, ça commence bien parce que la foule est survoltée. D'accord ? Oui, jusque-là, tout va bien. Ok. On a... comment il s'appelle ? Le géant qui chope Hogan en bear hug. Prise de l'ours. Alors déjà... C'est pas vraiment une prise de l'ours, hein, c'est plutôt une espèce de petit câlin, quoi. Parce qu'Hogan, il va rester dans ses bras pendant 3 heures. Un gros câlin par rapport à ce qui arrive après. Oui, un gros câlin. Oui, un gros câlin. Mais disons que... Voilà, bon. Donc, imaginez le géant qui a Hogan dans ses bras. La foule est survoltée, ils encouragent Hogan dans tous les sens, etc., etc. Ensuite, il y a des interventions. Il y a des interventions, il y a qui arrive ? Il y a Luger et Macho Man qui arrivent. Il se passe pas encore grand-chose. Bah, Kevin Sullivan attaque pendant que Hogan est dans la bear hug. T'as Kevin Sullivan qui frappe un petit peu Hogan et qui tourne la tête 50 fois pour regarder l'entrée, pour attendre justement l'arrivée de Hogan et Luger. Ouais, le problème de ce truc, c'est qu'il se passe... En fait, tout se passe en 11 secondes. Et donc, à ce moment-là, donc on a... Allez, je spoil. On a le heel turn de Luger qui va attaquer Randy Savage dans le ring. Donc c'est quand même le putain de heel turn. Ça fait 1 mois et demi qu'on ne sait pas, semaine après semaine, si Luger est avec le Dungeon of Doom. Donc là, c'est vraiment l'accomplissement du truc. Oui. Mais on ne le voit pas. Jimmy Hart aussi a fait son heel turn aussi. Oui, oui, Jimmy Hart aussi qui a fait son heel turn. Mais on ne les voit pas. Jimmy Hart attaque Hulk Hogan. Oui. Car, lorsque Luger attaque Savage, eh bien le Yeti arrive.
Oui. Donc le Yeti mesure 2,25 m. Il est déguisé en momie. Il marche comme un zombie. Il arrive dans le ring, il enjambe la 3e corde. Ok. Mhm. Et là, autant avant j'ai dit que le bear hug du géant sur Hogan c'était un espèce de câlin. Là en fait, dans l'idée, le Yeti arrive et fait un double bear hug en chopant Hogan par derrière. Donc Hogan est vraiment en sandwich entre 2 géants qui lui font un double bear hug. Donc la mort assurée pour quiconque. Sauf que dans l'exécution, en fait, ça ressemble plus à un zombie géant entouré de bandelettes un petit peu cracra qui pose ses mains sur les épaules du géant. On sait pas trop ce qui se passe, quoi. Oui, voilà. C'est un slow. À ce moment-là, c'est un slow, quoi. Voilà, c'est un slow. Tu sais, comme quand... c'est la boum. Voilà, quand t'invitais la belle fille et puis elle osait pas trop se coller, donc elle était un peu distante, ou quand c'était une pas trop belle qui venait t'inviter, tu te dis bon, je veux pas me griller auprès des jolies, donc je vais pas faire. Donc voilà, le gars effectivement il vient se coller à Hogan, là genre voilà, petit coup dans la crépine, sauf qu'il le serre pas quoi. Il pose juste ses bras par-dessus tout le bordel. Donc c'est incompréhensible. En plus le Yeti qu'on a buildé, on le voit 6 secondes. Avant le câlin. Donc il n'y a pas d'anticipation. Le Yeti il sort de nulle part, quoi. Parce que quand on le filme, il est déjà en train de marcher dans l'allée, quoi. C'est donc le heel turn de Luger, on le voit pas. Une fois de plus, Luger, c'est exactement comme le heel turn de Ric Flair. Luger, il s'est mis sur la gueule avec Macho Man, s'est mis sur la gueule avec le reste du Dungeon of Doom depuis des semaines. Je veux dire, ils se sont battus à main nue, ils se sont tapés dessus, ils se sont mis des coups de poing. Et là, Luger, il se dit, oh, allez, tiens, je vais être pote avec les mecs. Et ouais. Alors il en a marre de Hogan. Au début, c'était quand même bien parti, parce que sur ses interviews, on sait pas si, tu vois, il était entre 2 chaises et tout, donc c'était plutôt positif, j'ai envie de dire. Mais au bout d'un moment, quand il s'est pris un chokeslam la semaine dernière, quand il a frappé des mecs, tu dis, bah, impossible qu'ils soient copains. Ah bah si, t'inquiète. C'était pour que Hogan baisse sa garde. Et après, on a une interview du Dungeon of Doom, et là, je me suis dit, franchement, arrêtez les mecs. Alors attends, parce que du coup, il faut les spectateurs trépignent d'impatience aussi. Il faut quand même un petit peu rapidement parler du Monster Truck Sumo match. C'est sur ma ligne c'est dans mes notes de fin, parce qu'il faut... Parce que là, du coup, comme dit, on a le géant contre Hulk Hogan dans ce match. Il faut savoir qu'avant, il y a donc eu ce Monster Truck Sumo match qui a été remporté par Hulk Hogan, qui ont, Dieu soit loué, évité les explosifs. En sortant, après, donc le géant, une fois qu'il a perdu, il n'est pas du tout content, il sort du Monster Truck, etc. Il se bagarre un petit peu avec Hogan en s'approchant dangereusement du rebord, parce que là, on est quand même sur le toit de la salle. Voilà, donc on est à 20 mètres de hauteur. Hein. Faut bien comprendre. Oui, c'est ça. Et donc là, en fait, on a une scène irréelle où il se bagarre au bord et le géant tombe, en fait. Oui. Donc, réitère, pour les gens qui nous écoutent, il tombe du toit de la salle. 1 heure avant le catcher. Hulk Hogan est vraiment genre ah putain merde, je l'ai tué quoi, j'ai fait une connerie. Hogan essaye de le rattraper, ouais. Hogan a les mains sur la tête en disant putain merde, là il se passe quelque chose de grave, il appelle la sécurité, il appelle tout le monde en disant putain vite, là il faut faire quelque chose. Le géant est tombé du toit. Et quand le match commence, quand le main event commence, il est dans le ring et il prend justement le micro pour dire je suis vraiment désolé, c'est allé trop loin, je suis désolé pour tout ce qui se passe. Et là le géant arrive en tenue, pimpant, on est dans le show, on est 20 minutes après la chute. Je pense que c'est on est en pleine science-fiction, quoi. Je pense que, ouais, on est 20 minutes après la chute. Et là, il était en tenue de conducteur, là, pour le Monster Truck Sumo match. Et là, donc, le géant arrive en tenue de catch. Il est passé par les vestiaires, il s'est bien coiffé, etc. Et c'est le match, quoi. Mm-hmm. Aucune mention de sa chute. Ah ouais, voilà. Ouais. Je sais pas quoi dire parce qu'en fait c'est par exemple tu vois nous on l'a vu donc on sait qu'ils l'ont fait tu vois mais par exemple tu l'écris genre en idée de storyline de comment dirais-je
Ouais, le pitch du segment, n'importe quoi. Oui. Tu n'y crois pas, enfin c'est pas possible. Tu crois pas, c'est pas possible, déjà de 1, et de 2, par exemple, quand Hogan, si déjà tu valides l'idée, quand le géant revient, ou arrive après être tombé du toit, Hogan doit être complètement choqué, quoi. Il doit se dire, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Il est inhumain. Enfin, il doit vendre le truc. Oui, et puis, mais là, et puis le géant, il faudrait qu'il revienne avec des habits complètement déchirés, du sang, oui, du oui. cambouis, je sais pas quelle connerie, que le mec soit tout le monde, à moitié en train de ramper. Parce qu'en plus, l'idée elle est scellée, mais après il faudrait vendre l'idée, parce que là du coup t'as le géant qui arrive, tout le monde dit ok, et Hogan aussi dit ok, et il commence à se battre. Enfin, il se passe absolument rien par rapport au fait qu'il soit tombé du toit. Pour moi, c'est incompréhensible que ça ait vu le jour, en fait. Ouais, non, mais Halloween Havoc 95, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Donc, ce Nitro, moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que dans ce show, on enchaîne le catch sans trop de conneries à côté. Mais, enfin, quand je dis sans trop de conneries, tu vois, lié à l'histoire de ce Nitro. Par contre, après, c'est agrémenté malheureusement de Halloween Havoc, qui fait que ça décrédibilise tout ce qui se passe en fait. Ouais. Et ça, se verra dans les codes, dans les audiences de la semaine prochaine. Bah là, je pense que c'est autant ils étaient dans un manque de logique assez flagrant, assez fréquemment, mais là on dépasse l'entendement, quoi. C'est beaucoup trop pour qu'on se dise non mais je peux pas regarder ça, quoi. Enfin c'est pas possible. C'est pas possible. Bah c'est bien cette phrase avec laquelle on va conclure l'émission. Je peux pas regarder ça. Non mais franchement, parce que cette semaine on était à combien là? On a dit on était à 2, 6, 2, 3. Attends, je remonte 2, 3. Oui, la semaine prochaine on sera à 2, petit spoiler. La semaine suivante encore à 2. Donc oui, là on est. Les gens vont un petit peu moins regarder. En tout cas, il va falloir reprendre du poil de la bête parce que là ça va pas du tout. Bah là cette semaine franchement Raw malgré le fait que ça soit moyen plus, c'était quand même largement mieux avec et puis un moment quand même plus intéressant avec les débuts d'Ahmed Johnson là qui sont quand même c'est un moment majeur, c'est vraiment cool. Moi cette semaine victoire de Raw sans problème. Oui, très haut la main. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode une fois de plus. Merci à toi Dimitri de m'avoir accompagné dans cette tâche très divertissante, parfois un tantinet laborieuse à la WCW. Merci à toi de me soutenir dans tout ça. Écoute, ça a toujours un grand plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode, l'épisode numéro 10 de la Monday Night War. D'ici là, portez-vous bien, gardez la passion. Regardez le catch 24h/24, etc., etc. Allez, bisous à tous et bisous à toi Dimitri. Salut à tous.